Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter le premier séminaire du mois de janvier. On va commencer la série de nos séminaires avec le professeur Marcel Boyer, qui va nous parler du plan d'infrastructure de Donald Trump. Qu'en est-il? Est-il innovateur? Que pourrait-il être? Donc, on a vraiment hâte de l'écouter. Alors, même si je pense que je n'ai pas à présenter Marcel, je pense que c'est important quand même que je rappelle quelques éléments importants. Marcel étant le cofondateur de Cyrano, donc très important. C'est un professeur émérite de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il est aussi membre associé de la Toulouse School of Economics. Il est aussi membre de la Société royale du Canada, officier de l'Ordre du Canada, et membre du comité d'orientation scientifique des chaires en finances durables et investissement responsable de l'Association française de gestion financière à l'École polytechnique de Paris à l'Université de Toulouse. Il a aussi été titulaire de la chaire Bell pendant plusieurs années en économie industrielle au département d'économique de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire Jarilowski-Serraj-CRSNG en technologie et concurrence internationale au département de mathématiques et génie industriel et école polytechnique. Il a eu de nombreux prix. Alors, la liste est très longue. J'en ai choisi un. Je voudrais souligner, en fait, le prix qu'il a obtenu en 2015, qui est le prix Léon Gérin pour l'excellence de sa carrière en sciences humaines et sociales, prix du Québec 2015. Alors, je remercie beaucoup Marcel d'avoir accepté de présenter aujourd'hui sur un sujet, à mon avis, qui va être très intéressant. Donc, il y a une présentation, puis après, on va ouvrir à la période de questions. Marcel, c'est à toi. Merci. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Ça va me... Oups. Bon. J'ai un de mes amis qui a écrit un bouquin récemment, Donald Savoie, et un de ses amis qui lui avait demandé « Tu travailles sur quoi ces jours-ci? » Il a dit « Je suis en train d'écrire un bouquin sur What Government is Good at. » Et son ami a répondu « Donc, ça va être un bouquin assez court. » Mais finalement, il a écrit un bouquin de 375 pages là-dessus. Donc, alors moi, on aurait pu faire la même remarque que si je parle du plan infrastructure de Donald Trump, ça va être assez court parce qu'on n'en sait pas beaucoup, quoi. Mais quand même, on en sait un peu assez pour que je puisse vous en parler aujourd'hui. Je m'excuse tout de suite du fait que je parlais un peu en anglais, un peu en français. Mes transparents sont parfois en anglais, plusieurs en anglais, certains en français, donc il y a un peu un mélange mais bon, je n'ai pas pris le temps de traduire toutes les sources dont je vais parler, là, y compris les documents officiels, si on veut, d'une certaine manière, de la campagne de Donald Trump. Alors, le premier, donc, je vais commencer par un peu pourquoi est-ce que Trump s'intéresse tout à coup aux infrastructures et donc l'état des infrastructures d'une certaine manière. Alors, et ça, il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont des éléments de sa campagne. Ce sont ces économistes qui ont fait possiblement des études sous-jacentes à certaines des affirmations. Donc, une première qui dit que les infrastructures, c'est un élément important de la croissance du secteur privé et de la compétitivité, la création d'emplois, l'augmentation des salaires, réduction des coûts et des prix pour les consommateurs, mais qu'aujourd'hui, beaucoup de ces infrastructures aux États-Unis sont en très mauvais état. C'est un peu à la fois, je ne dirais pas surprenant, parce que j'ai donné tout à l'heure une référence à le fait que ça fait déjà longtemps qu'ils sont en mauvais état, mais on parle souvent, nous, de nos infrastructures ici, en pensant qu'on est un peu un outlier, là, une espèce d'observation aberrante, si on veut, dans le monde des infrastructures. Bien, aux États-Unis, ça ne semble pas être très, très rose. On dit qu'il y a 60 000 ponts qui sont considérés en mauvaise condition et que la congestion coûte à l'économie américaine 50 milliards par an. Donc, ça, c'est 2000 systèmes d'approvisionnement en eau potable montrent des niveaux excessifs de contamination au plomb. Donc, on connaissait le cas de Flint au Michigan, mais USA Today a dénombré 2000, à partir des données de l'Environmental Protection Agency, qu'il y avait 2000 systèmes d'approvisionnement en eau potable aux États-Unis qui devraient être considérés comme étant complètement inadéquats. 237 000
bris d'aqueduc, si on veut, par année, et 46 milliards de gallons d'eau qui sont perdus là-dedans. Je veux que ma présentation soit terminée au plus tard à 1h30, de manière à ce qu'on puisse savoir, peut-être que je vais terminer avant, je ne sais pas trop, c'est trop difficile de savoir à quel rythme. Alors, au niveau des projets d'infrastructure en énergie, alors dans les documents de Wall Street Journal, on dit que 33 milliards de ces projets ont été soit rejetés par les régulateurs ou retirés par les développeurs depuis 2012. Donc, et que c'est un élément important. Donc, on va voir que Trump va vouloir répondre à ce genre de questions. Et on dit qu'il y a, pour les routes et les ponts, 808 milliards d'investissements qui sont retardés, qui auraient dû déjà avoir commencé. Donc, on est dans des... donc, 480 milliards sont en situation très critique. 2 tiers des routes et 143 000 ponts sont en besoin important de reconstruction, d'une certaine manière. Ça vient du Harvard Gazette, janvier 2017. Donc, c'est relativement récent. Harvard Business School, Rosabeth Kanter, prof à la Harvard Business School, affirme que our ports are clogged and need dredging to improve the flow of goods. Railroad tracks need modernizing. Airport communications technology needs updating and expansion. Urban mass transit is old and inadequate, and bridges and roads urgently need repairs that have been deferred for years. Donc, on est vraiment dans un monde qu'on a un peu l'impression de connaître, là, nous, parce que, mais ça semble aussi être le cas aux États-Unis. Donc, alors, les caractéristiques donc, du plan, on va commencer à se rapprocher de... L'objectif, en fait, du plan d'infrastructure, c'est de lever de nouveaux fonds et d'apporter des nouvelles ressources financières pour solutionner ce problème d'infrastructure, travailler avec les autorités du financement, les partenariats publics-privés et d'autres modèles, si on veut, de financement des infrastructures. Mais fondamentalement, c'est de mettre à contribution les forces du marché, donc les market forces, pour attirer de nouveaux investissements dans les infrastructures. Et l'équipe de Trump va imaginer un système de crédit d'impôt pour les investissements dans les infrastructures, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, qui est présenté comme étant déficit neutral, donc qui n'augmentera pas le déficit du gouvernement, et qui va être basé, entre autres, sur, en particulier, une tarification aux usagers, domaine que Claude Montmarquette a beaucoup analysé pour le Québec, et des coupures dans la réglementation qui causent des coûts inutiles. Maintenant, c'est bien affirmé dans leurs documents, puis j'insiste là-dessus parce qu'on va voir que beaucoup des critiques semblent ne pas avoir lu tout à fait les documents de la campagne, que les crédits d'impôt pour les infrastructures sont présentés as a critical supplement to existing financing programs, public-private partnership, Build America bonds, and other prudent funding opportunities. Donc, c'est vraiment un élément additionnel. Ce n'est pas le seul potentiellement élément dans le plan infrastructure de Donald Trump, okay? Mais c'est celui qui a retenu le plus d'intérêt parce que c'est celui qui est plus nouveau. Alors, là, on est évidemment dans les guess estimates, là, mais Trump affirme que son crédit d'impôt, son programme de crédit d'impôt pour infrastructure va générer 1000 milliards, donc 1 trillion, je ne sais pas si on dit trillion en français, mais 1000 milliards de projets d'infrastructure sur 10 ans, essentiellement financés par le secteur privé. Okay? Donc, c'est des montants assez considérables. On peut penser 100 milliards par an. Ça va être accompagné d'un mécanisme d'approbation des projets qui va être plus rapide et augmenter le système de livraison de ces projets, de réalisation de ces projets. To employ incentive-based contracting to ensure projects are on time and on budget for a cost-effective systems of road and so on and so on. Okay? Donc, on parle ici de systèmes basés sur des incitatifs assez puissants. Donc, on va voir apparaître
Maintenant, il va y avoir des critiques à ça. Ce que ce plan va créer des milliers d'emplois dans la construction et dans les autres secteurs, utiliser des inputs américains. On parle beaucoup de l'acier, parce que les aciéries aux États-Unis sont en mauvais état. Donc, alors Trump veut relancer les aciéries américaines. De manière à ce que ces nouvelles infrastructures vont générer des revenus d'impôt. On va voir comment il conçoit là, son deficit neutral system. Okay. Et là, on affirme que tous 200 milliards d'investissements en infrastructure va générer 88 milliards en salaire, donc essentiellement 44 %. Ça semble assez raisonnable. Et augmenter la croissance du produit intérieur brut de plus d'1 point de pourcentage, puis chacun de ces points de pourcentage crée 1,2 million d'emplois additionnels. Donc, on est dans les évaluations que les macroéconomistes connaissent mieux que moi. Oui. Do you want questions saved for the Sure, end? sure. Okay. You want a question? I asked if you wanted them Oh. saved for the end. No. If you want to ask it. No, I'm sorry. I'm just, My English is not very. Okay. I'm trying to understand exactly the kind of analysis you're trying to present us here. And I'm a little confused about how much we're talking about what would happen if there was a lot more improvement in infrastructure and infrastructure investment, and how much is Trump's approach to that, which relies very heavily on engaging the private sector in this. And so it plays exactly to what you're writing about what government does best versus the private sector. Yeah. So when you're giving us, just as an example, when you're giving us estimates here of the additional infrastructure expenditures, improving wages and real GDP growth, I'm wondering is that the kind of thing we'd expect if it's all debt financed, or if it's being paid for right at that time with user fees? Does it make a difference? So I'm just generally, I'm trying to understand what's the impact of the Trump program? Yeah, but those numbers are not mine. They are not mine. They are Trump's. Okay. And in the sense that, I mean, that's what the plan is going to be based on in terms of. These are the political campaigns numbers. Absolutely. I don't think that they are very, very deeply rooted in analysis, but still, I mean, that's the. Il y a aussi un objectif plus social, et je tiens à le mentionner parce que parfois on oublie qu'il peut y avoir des aspects. Et là, Trump affirme, quand je dis Trump, évidemment, ses économistes, on veut que infrastructure projects are one of the few sources of good or high-paying jobs that could employ the less well-educated segment of the population. At present, 16.6% of the 18 to 34-year-old prime working age population is either unemployed or in prison. The minority group statistics being even worse, infrastructure investment could help solve this sociological tragedy. So, c'est aussi un élément de son programme. Okay. Ces économistes affirment que le gap ou l'écart ou les mauvaises conditions des infrastructures, le manque d'investissement dans les infrastructures, sont dus à l'absence d'options financières ou de financement innovatrices et adéquates. Et donc, des projets avec de bons cash flow, de bons flux financiers, peuvent être financés sur les marchés des capitaux, si on veut. Donc, il n'y a pas de problème à financer vraiment ces projets-là. Mais il y a beaucoup de projets qui sont plus risqués et il y en a d'autres qui pourraient créer des chocs tarifaires, d'une certaine manière, si tout à coup, le secteur privé qui maintenant va
opérer le système d'aqueduc et d'approvisionnement en eau potable dans une municipalité, par exemple, va se financer par une augmentation des tarifs sur l'eau potable. Okay? Et donc, et ça peut aussi entraîner des réactions. Et ça, évidemment, c'est très politiquement sensible parce que les politiciens vont hésiter à se lancer là-dedans. Alors, Trump dit, on va dire au secteur privé de se lancer dans ça, faire l'infrastructure, augmenter les tarifs et se financer le projet d'infrastructure. Les gens vont crier, mais au moins, ils auront de l'eau potable plutôt que d'avoir de l'eau contaminée. Okay? Donc, c'est un peu la... Et je vais en dire un peu plus loin tout à l'heure. Et là, c'est encore les économistes de Trump qui disent que in an era of low interest rates, j'insiste là-dessus parce que tout à l'heure, on va voir qu'une des critiques essentielles ou très importantes actuellement qui circulent contre le plan d'infrastructure de Trump, c'est le fait que le gouvernement peut se financer à des tarifs très faibles et donc devrait utiliser sa capacité de financement plutôt que de recourir au privé. Donc, Trump dit que dans cette période de taux d'intérêt faible, the opportunity to institute an innovative financing plan capable of preserving the lower cost and more rapid execution of private sector solutions to the provision of public infrastructure. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de son analyse, de l'analyse de ces gens. C'est le temps d'investir massivement dans les infrastructures, étant donné ces conditions sur les marchés. Oui. Just on this interest rate point, is the point that the low interest rates favor the use of private capital, or they're just favoring the investment push? Investment push. Okay. Oui. So, even if it's government. Absolutely, absolutely. So, but here what they say, and I insist that in an era of low interest rate, because we'll see later on that this is going to be an element of criticism of his plan. But so here he says that this low interest rates favors the development of a lower cost and more rapid execution of a private sector solution to the provision of public infrastructure. Mais ce serait vrai aussi de la réalisation de ces infrastructures, de ces projets par le secteur public, okay, qui se finance aussi à des taux d'intérêt plus faibles. Okay. Et là, donc les gens affirment qu'on va financer les projets d'infrastructure par l'emprunt et par de l'équité qui va être fournie par des entrepreneurs privés, donc qui vont se mettre... Et donc, on dit ici que le financement de ces infrastructures va... ce sont des projets souvent risqués, quoi. On ne sait pas quel est le niveau des prix qu'on va pouvoir demander éventuellement lorsqu'on aura investi dans l'infrastructure, quel va être le taux d'utilisation de l'infrastructure. On pense à un pont, une route ou un port de mer, par exemple, des voies de chemin de fer, des réseaux de télécom, etc., etc. Et les coûts d'opération de ces projets, donc... and therefore, an equity cushion to absorb such risk is required by lenders. Donc, il va falloir qu'il y ait une partie de gens qui vont être en première ligne, si on veut, si jamais le projet va moins bien, de manière à ce que les gens qui vont investir, mais sous forme d'emprunt, de prêt, puissent être sécurisés. Donc, c'est un peu ce que l'équipe de Trump va vouloir mettre de l'avant. Et donc, ils affirment qu'en moyenne, prudent leverage will be about 5 times equity. Donc, 5/6 du projet va être financé par emprunt, en moyenne, puis 1/6 par mise de fonds capital investi par les entreprises. $1 trillion over 10 years is expected to necessitate about 167 billion, or 16,7% en équité, et 833 milliards sous forme d'emprunt, 5/6. Okay? Donc, c'est en moyenne. Mais the required equity cushion will vary with the riskiness of the project. Évidemment, plus le projet est risqué, plus la partie équité va devoir être importante. Donc, mais en moyenne, les gens disent, on pense que, parce que tous ces chiffres-là qui sont un peu mis de l'avant vont évidemment s'imbriquer tous les uns dans les autres. On va voir comment le plan va se financer, si on veut, Alors, c'est quoi Oups, j'ai sauté. Alors, c'est quoi le plan de Donald Trump? D'abord, c'est basé sur l'hypothèse que les taux d'intérêt avec un minimum
de risques ou des risques contrôlables, c'est de l'ordre de 4,5 à 5 et que ça va continuer encore pour un bout de temps. Bon, on ne sait pas. Et que l'équité devrait, le taux de rendement sur l'investissement en équité est de 9 à 10 okay? Ce sont les hypothèses sur lesquelles c'est... il va proposer un crédit d'impôt égal à 82 du financement par équité, par capital action dans les projets d'infrastructure. 82 va être compensé pour les entrepreneurs par des crédits d'impôt qu'ils vont recevoir. Okay? Maintenant, c'est des crédits d'impôt remboursables qu'ils vont recevoir aussi, une déduction dans le calcul de ben, ce n'est pas tout à fait clair, ça. Parfois, le texte semble indiquer que c'est des crédits d'impôt remboursables. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si le gouvernement investissait 82 en équité, quoi. Mais ça se fait par l'intermédiaire, c'est le secteur privé qui va faire l'investissement, puis va recevoir du gouvernement soit un crédit d'impôt sur investissement ou un crédit d'impôt sur les profits réalisés à partir de ces... oui, c'est très différent. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas tout à fait clair dans les documents. Je n'ai pas vu d'analyse plus fine là, que ça. Le montant total d'équité, le total, le 167 milliards ou 16,7 d'un projet moyen, si on veut, va quand même continuer à supporter la dette, quoi. Et la raison, c'est que le gouvernement n'exigera pas de remboursement de ce crédit d'impôt. Puis du côté de l'investisseur de la compagnie, le Private Equity Fund, dans le fond, qui va investir dans une infrastructure, ben 82 de son investissement va lui être remboursé assez rapidement dans la période de construction, okay, de l'infrastructure. Rappelle-moi, l'investissement est quelle proportion de l'équité? L'investissement d'entrepreneur? Alors, pour l'investissement, 16 16,7, bon, parce que les décimales se jouent un peu pour arriver tout à l'heure à 16,7 donc un sixième, 5 sixièmes par emprunt. Du sixième qui est financé par le Private Equity Fund, 82 va être sujet à un crédit d'impôt remboursable sur l'investissement. Donc, le financing formula keeps the risk of the lenders at the same level and reduces the risk of the investors. OK, on voit bien. The equity investor need not require a rate of return on the tax credited capital. Donc, le 82 de crédit d'impôt, l'investisseur privé, le private equity fund ou private equity investor, ne demanderont pas un taux de rendement sur la partie qui est financée par le gouvernement, évidemment. Donc, la concurrence va faire en sorte que ça va réduire à la fois le coût de l'équité, qui est le coût le plus important dans la structure de financement, puis quand même assurer le même taux d'intérêt relativement sans risque, oui. C'est un mécanisme relativement complexe. La seule raison qui peut justifier ça, c'est de dire que ça va être un mécanisme qui va inciter, mais c'est quand même un mécanisme qui est financé essentiellement par l'État. Oui, alors je vais y arriver. Absolument. Non, mais absolument. Mais c'est un mécanisme qui passe par l'investissement par le private equity investor, mais qui va lui être remboursé par l'État sous forme de crédit d'impôt. Crédit d'impôt à l'investissement, crédit d'impôt parfois sur les revenus. Ça dépend un peu du type de projet, possiblement. Oui, puis ça, on affirme qu'en regardant combien va coûter un projet d'1 milliard, par exemple, sur 20 ans ou 30 ans, selon les hypothèses de taux d'intérêt, de taux de rendement, que cette formule de remboursement sous forme de crédit d'impôt va permettre de réduire le coût des projets de l'ordre entre 18 et 20 Donc, ça, c'est une analyse assez standard, et ça, c'est un objectif de Trump, c'est de dire, comme les projets d'infrastructure ne sont pas réalisés pour différentes raisons. D'abord, relative inefficacité de la gestion publique. Deuxièmement, le red tape dans le processus d'approbation. Troisièmement, le coût. Et donc, lorsque les infrastructures sont financées par des tarifs, ben, il y a un choc tarifaire là, qui n'est pas négligeable. Et je donnais une référence tout à l'heure où, justement, on discute de beaucoup de ce choc tarifaire dans des cas concrets où... neutralité fiscale, donc
Revenu neutrality, et ça, c'est vu comme étant une condition clé pour que le programme soit accepté par le Congrès, en particulier par les républicains. Parce que les oppositions au plan de Donald Trump viennent en bonne partie du Parti républicain, en fait, qui ne veulent pas que le gouvernement emprunte ou finance des projets, que ça augmente les dettes, la dette du gouvernement américain. Donc, cette notion de revenue neutrality est un élément important. Alors, il y a deux sources de revenus identifiables pour le repaiement, essentiellement durant la phase de construction. Okay? Le premier, c'est les revenus d'impôts qui vont être collectés sur les salaires. Donc, on parlait de 44% en moyenne dans un projet d'infrastructure, 28% de taux de taxation, et les revenus sur les profits des contracteurs qui vont être impliqués dans la réalisation de l'infrastructure à un taux de 15%, qui est le taux proposé par Donald Trump pour les profits sur les entreprises. Et donc, 1000 milliards d'investissements, donc, va générer 440 milliards en salaire et donc 123 milliards en revenus d'impôt à 28%. Okay? 123 milliards en revenus d'impôt, plus le 100 milliards dans les profits des contracteurs. On fait l'hypothèse que la marge bénéficiaire va être de l'ordre de 10% en moyenne. Donc, 1 milliard va générer 100 millions. Bon, ici, on est dans les 1000 milliards, donc 100 milliards dans les profits des contracteurs impliqués dans le projet va générer 15 milliards en revenus d'impôt sur les profits des entreprises. Oui. Oui, tu dis tout à l'heure que le 10% de rendement requis sur l'équité, c'était sur la partie vraiment sur l'équité et sur la partie après le remboursement de capital. Le réservé sur l'équité d'impôt, que c'était pas sur la 1 milliard. Oui, non, mais ici, on parle des contracteurs qui sont impliqués dans la réalisation. Il y a le Private Equity Fund qui embauche des gens pour construire les ponts. Bon, ces gens-là font des profits, et donc, mais eux, ils ne font pas partie OK. C'est vraiment l'ensemble des entreprises impliquées dans la construction de l'infrastructure et qui vont voir leur profit taxé, puis bon, etc. On pourrait aussi s'attendre à une hausse des taux d'intérêt pour tous ces entreprises qui fait en sorte que le petit calcul Oui. 138 moins 137, si sur le 10 Oui. de dette, il y a 1% d'augmentation. Non, mais attends. Oui. Mais l'idée, c'est que, oui, à partir des chiffres qui sont donnés, donc on dit ici 1 milliard ou 1000 milliards de projets sur 10 ans va générer 123 milliards en revenus d'impôt, plus 15 milliards en impôts sur les profits, un total de 138 milliards d'entrées fiscales pour le gouvernement. Et le crédit d'impôt, c'est 137 milliards. Donc, on a vu tout à l'heure, 82% du 16,7%, ça donne 137 milliards de crédit d'impôt. Et donc, on conclut que revenue neutrality. Okay? Ça, c'est un argument important pour convaincre le Congrès de oui. Just wondering about the synchronization of the tax expense from the tax credits and the revenue from that we're talking about here from the increased corporate taxes and income taxes payable. If these are infrastructure projects that take, say, 5 years to realize, are all these tax credits on the equity investment coming up front? No. 5 years, they're spread over the life of the project, the construction phase. Les détails ne sont pas connus, quoi. Mais on peut penser que ça va venir à mesure que l'investissement est réalisé, quoi. Si ça prend 5 ans, puis un projet de 100 millions ou d'1 milliard sur 5 ans va générer 440 millions en salaire. Ces gens-là vont payer leur impôt à chaque année. Les investisseurs en équité vont financer l'investissement. Les crédits d'impôt vont arriver à mesure que... Mais l'idée, c'est qu'une fois la construction terminée, on est à l'équilibre budgétaire. On n'est pas encore dans l'opération nécessairement de la... Okay? L'opération va générer, ce que je dis ici, d'autres impôts, possiblement sur les opérations à partir de l'infrastructure. Mais durant la phase de construction, l'équilibre budgétaire serait assuré, nécessairement. Ça, c'est la prétention. Okay? Puis on voit que 82 16,7 1 sixième, 5 sixièmes, tout ça, ça s'imbrique. Donc, à la fin, on a 138, 137. Donc, pour
les gens de Trump, on peut dormir tranquille. Okay? Donc, il n'y aura pas d'augmentation de dette. Ces crédits d'impôt de 137 milliards sur 10 ans ne généreront pas une augmentation de dette parce qu'il va y avoir des entrées fiscales équivalentes, même plus importantes parce que, bon, etc. Maintenant, il y a un autre élément du programme qui est la rapatriement, j'allais dire rapatriation, mais là, ça ne sonnait pas très bien. Le rapatriement des profits des entreprises détenues à l'étranger, que Trump veut amener ces gens-là à rapatrier leurs profits. Alors, il leur offre le plan suivant. Les gens qui vont ramener leurs profits aux États-Unis vont avoir un impôt à payer de 10% seulement. Okay? Les compagnies pourraient utiliser le programme d'investissement en infrastructure et de crédit d'impôt pour éliminer cette exigence fiscale. Alors, comment ça se fait? Suppose a company repatriate $1 billion, incurring $100 million tax liability, 10%. If it makes a $121 million equity investment in an infrastructure project under the Donald Trump plan, the 82% tax credit would cover $100 million of that investment. Hence, the company avoids the repatriation tax by investing in an infrastructure project. En fin de course, la compagnie est propriétaire d'une infrastructure de 121 millions, enfin, dans laquelle elle investit 121 millions. Il faut multiplier ça par 5 pour avoir le coût total de l'infrastructure, de l'ensemble, parce qu'il y a 5/6 qui est financé par emprunt, en moyenne, et aucune exigence fiscale. Okay? On éliminerait mais les États-Unis se retrouvent avec une augmentation ici de l'ordre de 1 milliard, si on veut, de nouvelles infrastructures financées par des profits qui vont être rapatriés aux États-Unis sous ce programme. Okay? Pourquoi l'entreprise rapatrierait? Ce serait l'esthétique, là, vous dites, ça ne coûte rien. Oui. Ça ne donne quoi de les rapatrier aux États-Unis? La pression, évidemment, on voit bien là, la pression politique de rapatrier, mais on donne un incitatif en disant que théoriquement, ça vous coûte 10%, mais si vous investissez dans un programme d'infrastructure, dans un projet d'infrastructure en équité, et vous empruntez 5 fois plus pour le financer, ça ne vous coûtera rien, en fait, de rapatrier. Puis, en fait, vous serez propriétaire de l'infrastructure à coût quasiment nul, quoi. Pas tout à fait, mais il garde un skin in the game. Mais ça, c'est le programme, le lien entre la politique fiscale pour le rapatriement des profits qui sont détenus par des entreprises américaines à l'étranger et le plan d'infrastructure de Donald Trump. Mais ça, tout le monde pourrait faire ça, même si ce n'est pas une compagnie qui a besoin de rapatrier ses profits pour investir. Absolument. Tu obtiens ton crédit d'impôt upfront, dans un sens. Absolument. Absolument. Bien, évidemment, à mesure que tu investis, il faut que le projet, évidemment, éventuellement, soit complété. Tu ne payes pas ton 100 millions upfront. J'imagine que c'est ça l'avantage. Non, je n'ai pas d'avantage. Je vais faire un projet. J'aurai mon crédit d'impôt par le temps. Oui, tu pourrais avoir le crédit d'impôt, mais là, l'idée, c'est que, entre guillemets, tu seras sous pression politique de rapatrier le milliard que tu détiens à l'étranger. Tu vas être responsable d'un sujet à une taxe de 100 millions là-dessus, puis on te dit, mais si tu investis dans les infrastructures où les besoins sont criants, ça, il ne faut pas oublier les premiers transparents, là, où les besoins sont criants, bien, on va, d'une certaine manière, éliminer l'exigence de ton fiscal liability. Pardon? Tu n'as pas le droit au crédit d'impôt en plus. Ça vient jouer c'est comme, d'une certaine manière, c'est comme si, en fait, tu rapatries ton milliard, tu paies 100 millions en impôts, tu investis ton argent dans un projet d'infrastructure, puis le gouvernement te rembourse le 100 millions. C'est ça que ça... Tu pourrais faire même si tu n'avais pas d'impôt à rapatrier, de revenus à rapatrier. Oui, absolument. Tu pourrais l'investir. D'ailleurs, ça, c'est l'aspect pour les entreprises qui détiennent des profits non distribués, détenus à l'étranger. Trump veut les rapatrier ces profits-là, ou du moins une partie, en offrant un lien avec le programme d'infrastructure, en disant aux gens, regarde, ça ne vous coûtera rien finalement. Okay.
Mais ceux qui seraient sujets à une forte pression de rapatrier les profits détenus à l'étranger, mais ne voulant pas investir dans les programmes d'infrastructure, vont devoir payer le 10 %. Mais le 100 millions de dollars qui va être remboursé, qui est d'emploi qui va se faire avec les impôts, ils ne seront pas rémunérés à l'ordre de 10 % dessus. Non. Les 100 millions, ils sont dans un compte de banque à l'étranger, mais il est comme dans un compte de banque qui n'apporte rien, mais il est aux États-Unis. Oui. Mais, encore une fois, si tu n'investis pas dans le programme d'infrastructure, où les besoins sont pressants, tu vas devoir quand même renvoyer ton 100 millions au gouvernement. Absolument, tout à fait. Alors, j'arrive à quelques observations préliminaires. Donc là, là, ce que vous avez, c'est essentiellement le plan tel qu'on peut le décrypter dans les documents officiels de la campagne. OK? C'est sûr que tout ça va être précisé dans le temps. Là. On ne pense pas que ça va être l'aboutissement de tout le programme, mais on a l'essentiel. On voit comment ça s'imbrique, comment les différentes... Et c'est ça qui va faire l'objet maintenant de différentes critiques. Là, j'ai un certain nombre d'observations. Ensuite, je vais passer à des observations de d'autres commentateurs. Les impôts qui sont payés sur les revenus et les profits générés directement par le projet, par un projet d'infrastructure comme n'importe quel autre projet, tous les impôts qu'on paye servent de manière générale à payer indirectement pour l'ensemble des services publics assurés ou produits par le gouvernement. Okay? Y compris l'éducation, la santé, les infrastructures, l'état de droit, la justice, etc., le fonctionnement du gouvernement, consommés directement ou indirectement par les parties prenantes du projet. Okay? C'est pour ça qu'on paye des impôts. Alors, les gens qui vont investir dans ces programmes d'infrastructure vont recevoir un crédit d'impôt de manière à ce que, finalement, eux, ils ne contribuent pas à ce financement. Donc, il y a une première faille là, dans le raisonnement qui fait que tu permets à des gens de ne pas contribuer, je dirais, entre guillemets, aux impôts nécessaires pour faire fonctionner l'économie. Si tel est le cas, le coût social du capital public investi en équité dans le projet, 13,7 % de la valeur du projet, 82 % de 16,7, donc ça donne 13,7, d'où le 137 milliards là, dont on parlait, n'est pas comptabilisé, le coût social du capital public n'est pas comptabilisé et le rendement correspondant n'est pas exigé. Okay? Le gouvernement ne demande rien. Le coût social du capital est essentiellement le même dans ce cas-là que le taux de rendement sur l'équité privée dans le projet parce que le gouvernement joue le même rôle que le Private Equity Fund. Donc, il fait face aux mêmes risques, etc., théoriquement. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Le processus concurrentiel par lequel on va choisir les investisseurs dans des programmes d'infrastructure, et là, ce qu'on peut lire, c'est que les gens se préparent à ça. Là. Il y a la constitution de private equity funds actuellement qui se financent, qui emmagasinent des millions, des milliards pour éventuellement travailler dans ce cadre-là. Okay? Mais le processus concurrentiel d'appel d'offres pour la construction et l'entretien des infrastructures, bien que crucial, et j'insiste là-dessus, pour s'assurer que le partenaire privé, le Private Equity Fund, ne demande pas un rendement sur la partie du capital qui est investi par le gouvernement, il faut qu'il y ait une forme de concurrence. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut qu'il y ait une concurrence entre les promoteurs de projets, si on veut, mais ça, ce n'est pas explicité dans le plan. Le processus de rétrocession des infrastructures, le cas échéant, il y a de toute évidence, on parle ici de cas où il y a une privatisation pure et nette, par exemple dans des systèmes d'aqueduc, d'approvisionnement en eau potable, il y a une partie importante de privatisation, mais il y a une partie importante possiblement de concession, d'affermage, de partenariat public-privé, etc., qui fait qu'à partir dans 20 ou 30 ans, le système va être remis au gouvernement dans des conditions qui sont... Tout ce processus n'est pas explicité non plus. 100 milliards de dollars par année dans les infrastructures aux États-Unis, c'est beaucoup. Dans le sens où, combien il y en a aujourd'hui sans programme Trump? Est-ce que c'est une valeur connue? Ça doit être connu? Oui, bien sûr. Je n'ai pas le montant, mais, encore une fois, ça, c'est un élément qui amène de nouveaux fonds au moulin, étant donné tout ce qu'on fait déjà, qui reste en place. Okay?
Donc, théoriquement, tous les programmes de financement des infrastructures, entre guillemets, appelons-les traditionnels, restent en place, y compris les partenariats publics-privés. Là, on apporte de nouveaux fonds à partir d'un plan de crédit d'impôt qui va générer 1 000 milliards sur 10 ans, donc 100 milliards par an. Est-ce que c'est beaucoup? Bien, quand on regarde les chiffres qui ont été avancés par les gens de la Harvard Business School ou les travaux les enquêtes, enfin bon, écoute, je n'ai pas fouillé ça trop. 1000 milliards sur 10 ans, ça va permettre de combler une bonne partie des investissements qui auraient dû être faits déjà dans le passé. Hein? C'est pas beaucoup? Québec investit 10 milliards par année. Québec. Canada, c'est 80 milliards sur les deux classes, tous les jours. 80 milliards sur 8 ans. Ouais. 10 milliards. Je ne sais pas, au Québec, tu parles des investissements publics ou des investissements dans les infrastructures? Parce que les investissements publics ne sont pas de cet ordre-là, actuellement. Au Québec, en gros, là, le secteur privé investit 50 milliards par an, puis le gouvernement investit 8 milliards. Oui, 10 milliards par année. Ouais. Mais ici, aux États-Unis, non, mais attends, aux États-Unis, on investit peut-être déjà 200 milliards. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il nous manque 100 milliards par an, qu'on va aller chercher à l'aide de ce plan-là. C'est important de se souvenir du fait qu'on maintient les programmes d'investissement. J'aurais peut-être dû essayer de vérifier ça. C'est important, mais c'est pas, ça s'ajoute ou ça vient de compléter les programmes déjà existants. OK? Puis là, justement, mon point ici, là, que le lien entre le plan de financement public sous forme de crédit d'impôt, donc le plan Trump, et les autres modes de financement mentionnés comme complémentaires ne sont pas explicités non plus. Les liens, là, comment est-ce qu'il va y avoir de la substitution? Est-ce qu'on va... I just wanted to expand a little bit, and I think it's just something that hasn't really been explored probably by the campaign, but let me know. Talking about when the infrastructure is returned perhaps to the public sector, one of the things that was mentioned earlier was user fees, so that the private enterprise might actually operate the infrastructure for a period of time. Is there anything about how user fees might be set? Non. Non. La réponse simple, c'est non. Puis j'ai mentionné tout à l'heure, justement, que ça va être un point. Peut-être que je vais passer par-dessus, là, je ne suis pas sûr. Mais tout le mode de détermination des tarifs, la réglementation, est-ce qu'il va y avoir une forme de réglementation? Est-ce que les tarifs qui vont être fixés vont faire partie de l'offre de service du Private Equity Fund en disant voici comment nous, on va établir les tarifs par la suite. Et là, ces tarifs vont être, entre guillemets, fondés sur les opérations de l'infrastructure telles qu'on l'anticipe. Tout ça, c'est pas encore dans le programme. Et une des critiques que les gens vont faire de ça, c'est que ça paraît un petit peu préliminaire. De toute évidence, c'est très préliminaire. Mais ça fait partie des promesses électorales. The devil is in the details, puis les détails vont venir par la suite. Okay? Avec le démon. Oui, avec le démon. Oui. Mais dans ce cas-ci, le démon est déjà là, donc on est correct. J'ajoute, oui. Est-ce que c'est des nouvelles tarifications pour financer vraiment? Tantôt, on parlait de l'eau. Oui. L'eau, en général, n'est pas tarifée. Oui. Sauf exception. Oui. Et est-ce que ça serait une tarification additionnelle? Un cas que j'ai regardé, c'est la ville de Bayonne, au New Jersey, qui a passé un contrat avec un Private Equity Fund, KKR, qui a fait affaire avec GDF Suez pour les opérations, puis eux autres s'occupent du financement. Okay? Les tarifs ont augmenté de 28 %. Ça a créé un scandale, bon, tout ça. Mais les gens du Private Equity Fund disent, écoutez, vous aviez de l'eau qui n'était pas potable,
Aujourd'hui, vous avez de l'eau potable, puis au lieu de payer 100 $ par an, vous payez 128. Bon. Non, mais je simplifie un peu. Là, on parlait d'une augmentation de 28 %. Et il y a un long article dans le New York Times, justement, décrivant ce cas-là. Et l'article, il est un petit peu, semble indiquer que... Il faudra améliorer l'infrastructure électrique. C'est les Russes. Ouais. Et ça, bon, dans un cas semblable, tu te dis, bon, oui, il y a eu une augmentation. Parfois, ça peut être plus important. D'ailleurs, on reconnaît, on dit dans les programmes que dans certains cas, il va y avoir une tarification plus forte. Mais il y a des gens qui disent aussi qu'on ne voit pas pourquoi les passagers qui passent par JFK à New York ne paieraient pas pour l'aéroport. Pourquoi est-ce que les gens de l'Idaho ou de Californie devraient payer pour l'aéroport de New York, les Kennedy? Okay? C'est la tarification des services. L'aéroport va être géré par, si on veut, par un partenariat privé qui va être propriétaire. Il va fixer des tarifs. Puis évidemment, fixe des tarifs pour que les gens passent par New York. Tu ne veux pas fixer des tarifs où éventuellement il n'y a plus personne qui vient dans ton aéroport. Donc, tu as un peu une opération. Mais est-ce qu'il doit y avoir en plus une forme de réglementation pour éviter les abus dans des cas où la concurrence entre les aéroports serait moins évidente? Bon, ça, c'est des choses à continuer à expliciter. C'est-à-dire que c'est 28 $ supplémentaires. 28 % 28 %. Je n'ai pas le montant qui était payé avant. Ce qui revient dans votre exemple à 100 $, 128 $. Ces 28 $, c'est pour me défendre d'être empoisonné. Oui, oui. C'est très curieux. Oui, mais bon, ça fait... C'est très curieux. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais il y a une... Mais je reviendrai, en fait. Oui, OK. Parce que ça m'a choqué, l'histoire de payer pour ne pas être empoisonné. Oui, oui. Ouais. Mais c'est ça. Alors, les gens voudraient payer 100 $ mais avoir de la bonne eau. Là, ils ont de l'eau qui ne satisfait pas les normes de salubrité. Puis là, tu leur dis, mais pour avoir de la bonne eau, il faudrait payer 128. Les gens protestent parce qu'ils disent, non, on devrait payer ça. C'est le gouvernement qui permet que l'eau soit empoisonnée à 100 $. À cause du fait que, oui, il y a une... mais ce que le USA Today a découvert dans son enquête, les journalistes de USA Today, c'est qu'il y a 2000 systèmes d'approvisionnement en eau potable aux États-Unis qui ont des niveaux de plomb dans l'eau qui dépassent les normes de l'Environmental Protection Agency. Hein? Alors, pourquoi? Parce qu'à travers le temps, on n'a pas fait les entretiens, on n'a pas fait les réinvestissements. C'est pas très visible, les investissements dans l'approvisionnement en eau potable. Et donc, il n'y a personne qui descend dans le trou couper un ruban, sauf notre mère là, qui est allée dans le trou. Mais bon, en général... Alors, la nature de la relation contractuelle au chapitre du partage des responsabilités dans la gestion des risques, la nature des garanties financières à exiger du partenaire privé pour s'assurer qu'on ne fait pas affaire à des fly-by-night, le processus d'octroi des crédits d'impôt, exactement, comment ça va être déboursé, ce n'est pas explicité non plus. Bon, c'est ici, là, j'avais mon commentaire sur la réglementation, la surveillance, la tarification. Bon, tout ça, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien actuellement dans le programme qui permette de dire quoi que ce soit là-dessus. Alors, de toute évidence, le plan d'infrastructure, il reste préliminaire et incomplet. Okay? Mais de nombreuses critiques formulées à ce jour sont parfois aussi mal avisées. Et là, on est dans un monde où non seulement on a un président élu qui est très batailleur, appelons-le comme ça, mais la réaction, c'est que les gens, ils oublient dans le fond leur qualité, si on veut, d'analyste, etc., de journaliste posé, bon, etc., pour devenir aussi batailleur. Et parfois, ben, il y a un exemple, Paul Krugman, qui affirme enfin ça c'est rapporté dans le Harvard Gazette, Trump's private investment strategy is both unnecessary, given the government's unmatched ability to borrow money on the cheap. Okay? Donc là, ici, on entre la différence entre le public et le privé, et ripe for exploitation by the well-connected few. Le plan est fondamentalement frauduleux, c'est un exercice de capitalisme, de copinage ou de connivence, crony capitalism. Okay?
Ensuite, je le prends parce que Paul Krugman, évidemment, on le connaît tous, nous. Et Krugman, il est devenu... ses chroniques sont incendiaires face à Trump. Là, il perd un peu ses repères d'une certaine manière. Larry Summers va dans le même genre, mais Summers a un commentaire un peu plus général, si on veut. Mais je prends là, la partie ici. Ici. In the context of low interest rates, decaying U.S. infrastructure, donc Summers affirme, oui, on a un gros problème d'infrastructure en perdition, d'une certaine manière. Et il dit qu'il y a long been a strong advocate of debt finance public investments in the context of low interest rates. Okay? Moi, je vais prétendre que ça, c'est une erreur. Ça. C'est faux. Ce que disent Krugman et Summers, c'est une erreur analytique importante. Okay? Je vais y arriver. Puis là, ben, ils critiquent le plan mis en place par Trump. Okay? Mais les deux vont dire on devrait continuer à financer les investissements publics par de l'emprunt gouvernemental à des taux d'intérêt plus faibles parce que, ce que Krugman disait, the government's unmatched ability to borrow money on the cheap. Okay? C'est vrai que le taux d'emprunt du gouvernement est plus faible que le taux d'emprunt du privé, mais c'est faux de penser que le coût du capital public est plus faible que le coût du capital privé. Et ça va être mon prochain transparent. Et papier qui est paru hier, en fait, au Cyrano, 5 méprises omniprésentes en évaluation des investissements publics et privés. Première méprise, l'utilisation du coût moyen pondéré du capital plutôt qu'un coût du capital arrimé pour le risque spécifique d'un projet. OK? Et ça, on a une étude qui est parue dans le Journal of Finance qui mesure la perte de valeur, la destruction de valeur que cette méthode ou cette approche à l'évaluation d'investissement génère dans les entreprises privées. L'utilisation d'un seul taux d'actualisation arrimé au risque systématique d'un projet lorsque ce projet est tributaire de sources de risques multiples. Ça, c'est un papier avec Éric Gravel. Éric. Ah oui, qui est paru dans, je ne me souviens plus quelle revue, là, mais qui développe une méthodologie pour tenir compte du fait qu'il peut y avoir plusieurs sources de risques. On ne réinvente pas la roue, ça. C'est l'utilisation de la valeur actualisée nette lorsque le gestionnaire a une certaine flexibilité dans la réalisation du projet, y compris la possibilité de modifier ou d'abandonner le projet en cours de réalisation. Les options réelles, l'approche non pas de la VAN, mais de la VAR, valorisation options réelles. Le problème, c'est que les méthodes en question continuent à être appliquées. Maintenant, la quatrième méprise, c'est celle sur laquelle, c'est pour ça que je l'introduis ici, en plus de vous inciter, évidemment, à aller voir et à lire le papier. L'utilisation du coût de financement du gouvernement pour évaluer les investissements publics indépendamment des profils de risque des différents investissements, c'est une erreur analytique importante. Et c'est une erreur qui est couramment faite dans le secteur public, couramment proposée dans le secteur privé et même dans le monde académique. On a vu Krugman, Summers, c'est ce qu'ils défendent dans le fond. Krugman dit que le gouvernement a une capacité d'emprunter à des taux beaucoup plus faibles que le privé. Il devrait lui-même emprunter et réaliser des projets d'investissement. L'erreur analytique qui est faite là, c'est qu'il y a une partie du coût des fonds publics qui n'est pas comptabilisée, ce sont les contribuables qui supportent le risque plutôt que les prêteurs. Les prêteurs prêtent au gouvernement et le gouvernement leur dit « je vais vous rembourser, puis si jamais mon projet ne fonctionne pas, j'ai de la misère à vous rembourser, je vais lever des impôts auprès de mes citoyens, puis je vais vous rembourser. » Le prêteur fait face à aucun risque, c'est le contribuable qui supporte le risque. Mais ce risque-là n'est pas comptabilisé dans cette évaluation. Oui. Sorry, Marcel. It doesn't seem to me, at first glance, that these two statements are necessarily in conflict. I can imagine a world in which, and I think it's a realistic world, in which the government has a lower cost of capital than the private sector for the same project, and in which it is at the same time a mistake for both the government and the private sector to use one single cost of capital to evaluate projects regardless of the risk. Am I wrong there? Yes. Okay, why?
fasse attention, c'est lui qui est le spécialiste, pas moi. Non, je ne suis pas un spécialiste en ça. La raison pour laquelle, en gros, le gouvernement, pourquoi, dans un projet, pour financer un projet donné, okay, pourquoi le gouvernement pourrait financer le projet à un taux plus faible qu'un opérateur privé? Je peux te proposer une raison que je pensais réaliste. Imaginez qu'il y a une moindre asymétrie d'information sur la qualité du prêteur quand nous faisons des prêts à un gouvernement qu'à une entreprise privée. Et donc, il y a une moindre prime de risque. J'imagine une telle situation parce que la qualité des actifs des gouvernements sont mieux connues et plus faciles à évaluer que celles d'une entreprise privée. J'ai l'impression de comprendre. Non, mais je ne veux pas qu'on s'étende trop là-dessus, parce que c'est pas ça qui est... Oui, non, mais je comprends très bien ton argument. Et ça, c'est ce qui est développé in extenso dans ce cahier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sorti hier, et dans un papier du CDR que Eric, Sandy Model et moi, on a publié il y a 2 ou 3 ans, 2 ans, qui est développé en détail. Et pour montrer qu'il y a une erreur analytique là, de penser que le gouvernement peut financer un projet à un niveau de risque donné à un coût du capital plus faible que pour le secteur privé. Maintenant, quand tu parles... Pardon? Dans un monde réaliste ou dans un monde parfait? Il y a cette distinction entre un coût privé et un coût social. Oui. Mais je ne veux pas trop m'attendre là-dessus, parce que ça, c'est une réponse. Mon avis à moi, c'est que Krugman et Summers font une erreur en critiquant Trump à cause de ça. OK? Maintenant, quand Krugman dit que les investissements publics peuvent être financés à un taux très faible, et ça, c'est le taux qui va être utilisé pour évaluer l'investissement public, il fait une erreur. C'est pas ça. Ouais. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles je voudrais que le privé s'en occupe plutôt que le public. Mais là, ici, on est dans un monde... quand on introduit des asymétries d'information, etc., tout à l'heure, j'ai montré que... j'arriverai, quoi. Je le dirai quand j'arriverai. OK. Puis ensuite, je parle de la 5e méprise, mais que je ne développerai pas ici, la prise en compte inadéquate du partage des risques dans les projets de partenariat privé-privé ou public-privé. Et là, il y a souvent beaucoup de confusion dans quel risque est supporté par qui et comment on va les évaluer correctement. Mais ça, je n'embarquerai pas là-dedans. Ici, ce que je voulais mentionner, c'est surtout la 4e méprise, qui, je pense, est celle que fait Krugman et Summers, qui ne sont pas deux Pee-wee, là. Bon. Il y a une autre critique, c'est sur la création d'emplois. Okay? Et là, je voudrais prendre quelques minutes pour un peu donner qu'est-ce que ça veut dire créer des emplois. Okay? Parce que ça aussi, ça va être... Trump dit qu'il a dit hier à sa conférence de presse qu'il va être reconnu comme étant le plus grand créateur d'emplois que Dieu a créé. Là. C'est bon. Alors, Krugman, dans le New York Times, la semaine dernière, dit que, dans un article qui dit « The Age of Fake Policy », que « Jobs saved by Donald Trump's well-publicized interventions », puis là, on pense à Carrier, à Ford, bon, are in the rounding error of US statistics. Ça n'a aucun impact sur le marché de l'emploi, ça. Okay? Qu'on doit sauver 400 ou 700 emplois. Et Krugman dit dans son article, le jour où Trump a annoncé avoir sauvé 500 emplois à quelque part, il y a 75 000 Américains qui ont perdu leur emploi cette journée-là. Puis effectivement, dans le Bureau of Labor Statistics du 17 décembre 2016, on dit que there were 1.6 million layoffs and discharges in October, essentially unchanged from September. Donc, à tous les jours, il y a en gros 75 000 personnes qui perdent leur emploi. Mais il peut y en avoir 80 000 qui trouvent un emploi. Okay? C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Et là, j'avais sorti pour un papier précédent de janvier 2015, justement, la création brute et la création nette d'emplois. Et on s'aperçoit que pour la période ici des 62 trimestres
de 92 à 2007, c'est la période pour laquelle on a des données à partir de 92, en moyenne, par trimestre aux États-Unis, le secteur privé créait 7 900 000 emplois, 900 000 emplois par trimestre. Puis on perdait 7 497 000, de création nette, 407 000 emplois par trimestre en moyenne durant ces 62 trimestres. C'est quoi le chiffre en parenthèse? Le chiffre en parenthèse, c'est pour chacun des emplois créés, le nombre d'emplois qui en réalité a été créé, puis le nombre d'emplois qui est perdu. Ça, c'est la destruction créatrice. Chaque emploi, puis en gros, on voit que c'est 19,4. Durant la grande crise financière, ici, de 2008, premier trimestre de 2010, on était à 6,4 et 7,4. Le secteur privé, durant la période de la crise financière, au plus creux de l'affaire, créait 6 600 000 emplois par trimestre. Mais on en perdait 7 600 000. Puis cette analyse de la création d'emplois à partir des données brutes, ça nous donne une perspective très différente sur la notion d'un emploi quelqu'un. Puis quand on annonce, nous, qu'au Québec, on a créé 40 000 emplois, bien, c'est en gros là, 10 pour 1. Quoi. Il y a 10 créés, 9 perdus. Aux États-Unis, c'est comme ça que les emplois sont créés. Et quand tu commences à intervenir là-dedans, c'est ça que Krugman veut faire ressortir en disant que durant une journée normale, en 2015, 75 000 Américains perdent leur emploi. Et donc, d'abord, que Trump fasse les manchettes en disant « j'ai sauvé 400 emplois », lui dit « ça fait partie de l'erreur statistique, des statistiques sur l'emploi ». Et il a raison de dire ça. Et moi, je pense que ces données, et là, dans la partie qui, en termes de création, ils sont à 1 million d'emplois par trimestre aux États-Unis durant la crise, mais c'est la différence entre 6 600 000 emplois créés et 7 600 000 emplois perdus. Okay? Et donc, cette notion de création d'emplois, et là-dessus, Krugman a raison de dire, écoute, ces notions de création d'emplois, c'est un peu farfelu, quoi, parce que les emplois sont créés. Ça, c'est des emplois du secteur privé. Les emplois sont créés essentiellement par un processus de destruction créatrice qui marche quotidiennement. C'est 75 000 pertes d'emplois puis 80 000 créations d'emplois. C'est ça qu'on fait à tous les jours. Et donc, toute la rhétorique sur rapatrier les emplois, empêcher les emplois d'une entreprise de fermer puis de créer 200 mises à pied, Krugman dit que ça n'a aucun intérêt. C'est de la fake policy, ça. C'est vrai aussi. On a annoncé un grand pont avec 3 ministres et 4 premiers ministres. On vient de créer 22 jobs. Oui, bien sûr. Ben oui. Oui, absolument. Non, c'est aussi fou. C'est pas. Je continue. Il me reste 10 minutes. Et là, j'arrive un peu à des oui. Quand je regarde tout ça, il y a cette question de dire on va orienter des énergies vers les infrastructures qui vont mettre à jour essentiellement, au Canada, un peu comme tout le monde, essentiellement, parce que c'était lamentable un peu partout de toute façon la rejoindre. Maintenant, le grand intérêt de tout ça, c'est de dire, c'est pas savoir qui va payer quoi, c'est sûr que ça l'intéresse, qui va payer quand même. Ouais. Mais c'est de dire, on va sauver 18 sur les coûts. Ouais. C'est ça l'intérêt. Oui. Et ça, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est défini? Est-ce que c'est. Ben, le calcul. Derrière? Ouais. Non, oui, le calcul, il est fait. Sur le fait que on va faire appel au secteur privé? Non, ça n'a rien à voir. C'est le fait que, en gros, là. Bon, le 18 c'est que tu prends un investissement d'1 milliard, tu calcules, 5/6 est financé par emprunt à 4 ou 5 4 dans ce cas-là. Il y a une mise de fonds d'un private equity fund qui va exiger 9 de rendement sur sa mise de fonds. Et tu réalises le projet, les cash flows sont générés et tu regardes sur 20 ans combien a coûté au total, y compris les coûts de financement, etc. Tu as un certain montant. Là, tu dis, je reprends à zéro, et là, le gouvernement donne un crédit d'impôt de 82 du 6e qui est financé par le private equity fund. Donc, et ça, ce montant-là ne sera pas rémunéré, lui. Parce que le gouvernement ne demande rien, lui. Il se finance par
les entrées fiscales. Donc, il ne demande pas de rendement. Le projet n'est pas obligé de payer le gouvernement pour le crédit d'impôt qui a été octroyé. Donc, il y a une partie du capital qui ne fait pas l'objet ni du 4 d'emprunt, ni du 9 de rendement. Tu fais le même calcul, puis tu arrives à la fin, puis tu as un total de coût d'investissement et du financement qui est 18 plus faible. C'est de là que vient le 18 Quand tu prends l'hypothèse de 5 de taux d'intérêt plutôt de 4,5, je ne sais pas si j'ai dit 4, là, mais au lieu de 4,5, 10 de rendement sur l'équité, puis 30 ans de durée de vie, tu arrives à 20 de réduction, avec le même genre de calcul. Okay? Mais c'est de la mathématique financière. C'est de là que vient le 18 et le 20 Mais le 18 et 20 c'est quoi la différence? C'est que le gouvernement ne demande rien, lui, pour sa mise de fonds, dans le fond, sous forme d'équité. Oui, mais ce que je veux dire, mais Claude, moi, je ne te dis pas que ça, c'est la bonne façon de calculer ça. Au contraire, ce que je dis, c'est faux. Mais c'est comme ça qu'on arrive à dire, mon plan va réduire le coût des infrastructures entre 18 et 20 dépendant un peu des hypothèses. Et puis, j'en ai pris des hypothèses où le taux d'intérêt, c'est 4,5 ou 5. Le taux de rendement sur l'équité, c'est 9 ou 10. Puis, j'ai 20 ans ou 30 ans de durée de vie de l'infrastructure. Et dans un cas, mon programme a diminué le coût de 18 ça va réduire les besoins d'augmenter les tarifs. Au lieu de 28 ça va être 20 ou 18 les gens vont être contents de payer 20 au lieu de... Évidemment, ils ne réalisent pas que le gouvernement a utilisé ses fonds pour investir et ne pas demander de rendement. OK, je suis... OK? C'est de là que vient et là, dans les documents de l'équipe de Trump, il y a tout un document sur justement comment on arrive à ce 18 et 20 Je pense que c'est fait correctement. Alors, on arrive maintenant à d'autres... il y a très peu de PPP aux États-Unis. Okay? Puis, et ça, c'est l'affirmation de Brad Plummer, mais on va le voir apparaître un peu plus tard. Là. Et là, lui, il raconte essentiellement le fait qu'un partenariat public-privé, ça permet de générer des incitations plus fortes parce que le contracteur ou le constructeur ou le private equity fund, il est là dans le long terme. Quoi, il est là dans la construction puis il continue dans l'opération. Okay? Plutôt que d'avoir un système clé en main où on construit l'infrastructure, on est payé puis ensuite on s'en va. Évidemment, on regarde certains aspects de responsabilité, mais on n'est plus l'opérateur qui... et les paiements sont faits plus rapidement, mais on a des choses semblables. Et lui, ce qu'il dit, c'est que to date, such setups are relatively rare in the US. Il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui ne satisfont pas les exigences du plan de Donald Trump. Il faut qu'il y ait des rendements, il faut qu'il y ait des sources de revenus. Si tu bâtis un hôpital puis il n'y a pas de revenus à l'hôpital parce que les soins sont gratuits, évidemment, tu ne peux pas appliquer ce plan-là parce qu'il n'y a pas de... Il faut que le gouvernement rembourse dans un partenariat public-privé, il va payer l'hôpital, comme dans le cas du CHUM ou du CUSUM, pendant une période de 40 ans, bon, etc. Okay? Et c'est ça qui crée une incitation à l'opérateur privé d'être relativement efficace. L'autre critique, je pense, qui est aussi importante, c'est celle de David Levison de l'Université du Minnesota, qui dit que les partenariats publics-privés are complicated, multi-decade financial arrangements, and not all states and localities are necessarily well equipped to manage these deals in the public interest. Et ça, c'est aussi un élément très important. Ça se développe Aujourd'hui, tu as l'Angleterre qui a une très forte compétence là-dedans, l'Australie, la France, le Canada anglais. Le Québec s'est retiré essentiellement de ces formules partenariat public-privé. On finalise ce qu'on a sur le tapis, là, pas sur le tapis, je suis sur la table, mais ou dans le basement, dans le sous-sol, mais on se retire de ça, donc éventuellement, on va perdre cette compétence. Bon. Une autre critique du plan, c'est de dire qu'il faut que les projets d'infrastructure soient bien évalués pour montrer qu'on a vraiment besoin de ce projet en particulier. Et pas n'importe quel private equity fund va arriver en disant, écoute, nous, finalement, on a décidé de bâtir des ponts, puis voici où est-ce qu'on va les bâtir, les ponts. Il n'y a pas de route pour aller là. J'exagère un peu, mais ce que Lynette Lopez affirme, c'est justement qu'il faut éviter que trop de projets d'infrastructure soient mis en chantier
avant qu'on ait fait l'évaluation correcte de leur rentabilité. Puis ça, ben, je dirais, c'est un peu une évidence, mais quand même. Bon, il y a d'autres éléments qui... peut-être que Moser dans Forbes, lui, ce qu'il fait, lui, c'est dire, bon, OK, je prends le modèle de Trump, puis maintenant, comment on peut l'améliorer pour qu'on garde l'idée et que ça puisse fonctionner. Okay? Et donc, lui, il met de l'avant plus les partenariats publics-privés plutôt que la privatisation d'infrastructures, qui est ce que Trump a en tête réellement. Quoi. Okay? Malgré que c'est pas, le mot privatization doesn't appear, n'apparaît pas dans son plan, mais on voit bien que c'est plutôt ça qui est son modèle. Okay? Mais ce qu'il dit, et lui, il explique aussi que la raison pour laquelle on n'a pas ces plans aux États-Unis, c'est que that is because the United States finances infrastructure at the state or local level with tax-subsidized municipal bonds, granting an economic incentive, provided generally that there is no private investment, thus preventing the very development tool private financial initiatives or public-private partnership used around the world. Okay? C'est que la structure de financement actuelle des infrastructures aux États-Unis ne favorise pas l'émergence de ces contrats. Okay? C'est un peu ce vers quoi on s'en va au Québec aussi. Et donc, on est pris un peu, et Trump dit il faut qu'on brise ce système. C'est un peu ce qu'il, sans les mettre au rancard complètement, il va amener quelque chose de nouveau qui va amener de nouvelles. Alors, si j'avais un peu un petit texte sur l'intérêt d'une formule partenariat public-privé, ça réside dans 4 éléments, je pense. Le partage et la gestion plus efficace des risques réels et la gestion plus rigoureuse des coûts et échéanciers qu'elle peut permettre grâce à une plus forte intensité des incitations, tant pour le partenaire public que pour le partenaire privé. Je vais revenir là. La mise à contribution plus transparente des meilleures compétences et pratiques, l'ouverture à la concurrence internationale essentiellement, les engagements de performance plus crédibles des partenaires privés et publics, grâce aux clauses contractuelles explicites relatives aux critères de performance et au maintien d'ouvrage sur le long terme. Et là, le gouvernement n'a pas la possibilité de dire, écoute, on va reporter l'entretien de l'infrastructure de l'aqueduc de 2 ans parce que là, on voudrait aller couper un ruban ailleurs là, pour l'ouverture d'une route. Parce que le partenaire privé qui, lui, est responsable de ça, il va être payé uniquement s'il a réalisé l'investissement. Et le gouvernement est obligé par contrat de le rembourser pour le maintien. Et là, j'ai écrit à quelque part que c'est comme un équilibre de nage vertueux. Quoi. Okay? Ça rend plus crédibles les engagements gouvernementaux parce que tu as un partenaire privé avec lequel tu es obligé auquel tu es obligé de répondre. Puis le partenaire privé, si le ministre va voir le partenaire privé et dit, écoute, on va reporter là, ton maintien de 2 ans, là, mais on ne t'en tiendra pas rigueur. Le partenaire privé, c'est bien que le ministre ne sera pas là dans 2 ans. Ça va être un autre qui va arriver, il ne se souviendra plus de ce que l'autre avait dit. Puis, donc, il va respecter le contrat. Et c'est cette imbrication d'incitation, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, qui, je pense, donne la... Et les clauses de garantie financière devant être fournies par le partenaire privé, assurant un monitoring plus direct et efficace de performance. Parce que les banques, ils ne prêtent pas au gouvernement, ils prêtent à l'opérateur privé. Et donc, elles sont continuellement en train de le surveiller pour s'assurer qu'il va réaliser les niveaux de performance prévus dans le contrat pour qu'il puisse être payé, pour que les autres puissent être remboursés aussi. Okay? Et ça change complètement la dynamique de la... Tandis qu'un prêteur au gouvernement qui a acheté des obligations gouvernementales, lui s'en fout complètement de savoir si le projet, à la limite, si les fonds qu'on a levés vont être investis dans la route, le pont, ou... parce que c'est pas arrimé comme ça. Okay? Ça nous amène à un partage explicite des rôles du public et du privé. Là, on dépasse un peu, évidemment, le modèle de Trump. Là, on est un peu dans le modèle, je ne nommerai pas, de celui dont on ne peut pas prononcer le nom, manifeste. Puis, Boyer-Grabli, dans Réinventer le Québec, Bouche, Chantier, Entreprendre, où on discute là, de qu'est-ce que le public devrait faire et qu'est-ce que le privé devrait faire. Ici que je parle de l'équilibre de nage vertueux. La responsabilité du partenaire privé plutôt que du partenaire public face aux prêteurs, aux financiers, aux 5/6e,
les gens qui ont prêté à nos projets d'infrastructure, eux, leur correspondant, c'est l'opérateur privé. Ce n'est pas le gouvernement qui va, lui, éventuellement rembourser ça. La situation est un peu similaire au problème de partage de responsabilités en matière de désastres industriels et environnementaux. On avait fait un papier avec la FON 97 pour INI 2004, où on utilise des décisions de cour américaines où le juge dit « Je rends responsable de ce désastre les banques qui ont financé l'entreprise responsable du désastre, plutôt que… parce que je veux que les banques fassent le monitoring des entreprises alors que le ministère de l'Environnement est incapable de le faire. Mais les banques, elles, vont le faire correctement parce qu'elles ont un intérêt à le faire, puis elles sont plus près des entreprises que les fonctionnaires du ministère. Une décision dans un cas de Fleet Factors en 1992 qui porte directement là-dessus, où le juge parle des mécanismes incitatifs au monitoring, pas à… j'ai passé un peu là-dessus. Peut-être juste pour mentionner, competition is key. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Pour que le projet Trump fonctionne, il faut qu'il y ait concurrence dans les opérateurs. Okay? Il faut que tu crées un marché. Et ça, c'est le papier dont je parlais qui parle de Private Equity Profits from Public Works, avec cette histoire d'augmentation de 28 %, le code de Bayonne, qui est très intéressant parce que le journaliste est à la fois sensible au fait que les tarifs ont augmenté de manière significative pour que les gens ne soient plus empoisonnés, mais en même temps, ça l'achale un peu que ce soit un partenaire privé qui réalise ça puis qui empoche les tarifs, quoi, de cette manière. Donc, et quand tu lis son article, c'est un bel article, elle est continuellement tiraillée entre le fait que oui, on va maintenant avoir une meilleure infrastructure, mais ça va coûter un peu plus cher. Mais cette infrastructure est maintenant propriété d'un fonds d'investissement. Bon, ça, là, there's no free lunch, there's no free money. Je vais passer à… Dans ton exemple, le 128 piastres, il y a juste une partie de nouveau 28 $, il y a une partie de nouveau coût, il y a une partie profit. Oui. C'est là que le journaliste probablement dit pourquoi le gouvernement n'a pas regardé le profit, donc le payeur de taxes a juste le coût à assumer. Oui, mais c'est justement, c'est un peu une erreur analytique, ça, de penser que le profit, c'est le rendement sur le capital investi. Et ce que je dis, moi, c'est que le gouvernement, lorsqu'il investit dans un projet, il doit exiger un taux de rendement qui est le même, en fait, que celui du privé, nonobstant notre petite discussion, et qui est essentiellement le même que celui du privé. Il ne le fait pas toujours, parce que le prêteur n'exige pas ça. Donc, il se satisfait de moins, mais c'est parce que c'est ses contribuables qui supportent le risque derrière. Et ça, ce n'est pas comptabilisé dans le projet d'investissement. Là, ici, j'avais sur les Public Infrastructure Banks. Chicago avait mis ça sur pied, mais il faut faire attention parce qu'on a deux grandes banques d'investissement aux États-Unis, Fannie Mae et Freddie Mac, qui ont été fondamentalement la source de la crise financière de 2008. Okay. Bon. Tu n'es pas d'accord ou tu penses que… Je ne suis pas d'accord, mais nous avons déjà discuté. Oui, exactement. Il me semblait que je t'avais convaincu. Je suis encore un daydreamer. Je suis un daydreamer. CDPQ Infra, la Caisse de dépôt, c'est une belle institution, justement, parce que la Caisse, elle utilise ses fonds et les fonds de ses membres. Et pas mon impôt, pas mes fonds à moi. Moi, je n'ai pas de fonds à la Caisse de dépôt. Ils vont créer un système, mais… Un petit peu? Les rangs du Québec. Ah oui, c'est vrai, moi, c'est très peu. Non, mais tout est relatif, parce que c'est peu pour toi. Oui. Mon dernier transparent, mais ce que je dis, c'est que ça, c'est un bel exemple de développement, je pense, qui est prometteur. C'est d'avoir une institution qui va en fait, c'est un private equity fund, la Caisse de dépôt, dans ce cas-là. C'est exactement la même chose que… Et là, le Canada fait la même chose avec sa fameuse banque. Mais ça, on ne connaît pas trop le détail. C'est ça que je dis ici. Les Public Infrastructure Banks, ça dépend. Est-ce que ça va du genre Fannie Mae, Freddie Mac,
ou plutôt caisse de dépôt. Là, mais je suis prêt à qu'on voit venir là. Je dis ici que le Canada et le Québec devraient se positionner pour participer pleinement au programme d'investissement d'infrastructure de Donald Trump pour mettre à profit l'expérience acquise en exportant les compétences ainsi développées. Et ça, c'est dans le... Mais il faut faire ce qu'ils sont fait dans les Américains. Ça, ils n'acceptent pas que les autres viennent faire. Non, on ne sait pas. Là, mais l'idée, c'est qu'il faut le convaincre que nous, on a une expertise là-dedans, en particulier sur les partenariats publics-privés, que les Américains n'ont pas. Okay? Et à cause de leur structure traditionnelle de financement des infrastructures. Okay? Et là, on a possiblement un rôle à jouer, mais il faut... j'aurais voulu que... Justin Trudeau fasse son changement ministériel demain plutôt qu'hier parce que les gens auraient dit « Wow, Boyer a dit il faut que le Canada se positionne pour travailler pleinement avec l'équipe. » Et donc, ça a amené le premier ministre à changer son ministre des Affaires étrangères. Bon. Peut-être qu'il y avait eu vent de la Société québécoise d'infrastructure, donc les exemples qu'on a ici, l'autoroute 30, la 25, le CHUM, le CUSUM, l'OSM, etc., ce sont des expériences dans lesquelles on a développé beaucoup de compétences locales ici, là-dedans, sur la gestion de ces grands projets. Mais on va perdre tranquillement cette expérience si on ne maintient pas ces compétences. En Ontario aussi, Ontario fait beaucoup de partenaires publics-privés, ce qu'ils appellent l'Alternative Financing Procurement, qui est en général correct, pas tout à fait, quoi. Not 100% foolproof. Et ça, c'est dans le papier avec Éric Gravel et Sandy Mangbel, où on montre que la notion de risque associée au coût à Infrastructure Ontario est complètement dans le champ. Okay? C'est une erreur analytique importante qu'ils ont mis sur pied une procédure qui ne tient pas la route. Bon, ça, on n'a pas le temps d'aller là-dedans. Mais j'en parle dans le papier là, qui est sorti hier ou bien dans le papier du CDR de 2013. Voilà, c'est ce que j'avais à raconter sur ce programme d'infrastructure de Donald Trump. Oui, Antoine. Bon, j'ai deux points. Le premier, j'allais vous le dire, mais tu n'as pas mis l'accent, mais tu l'as mentionné. C'est l'histoire de presque comparer le système, le processus d'infrastructure au Canada, parce qu'on est dans la même situation de détérioration des États-Unis, et ce serait un exercice intéressant de voir l'un par rapport à l'autre. Je dirais quelques conclusions. Si on ne sait rien, qu'est-ce qui se donnerait le résultat de l'exercice? Mais quand j'ai entendu que nous sommes plus expérimentés et on peut envoyer vers les États-Unis, je me suis dit tout de suite, à condition que ce monsieur ne met pas un mur. On ne sait jamais. Et c'est là qui m'amène à mon deuxième point. Il y a une chose qui me chicote depuis quelques mois, depuis qu'il y a les élections et tout ça. C'est comment a-t-on pu, et on peut toujours, et lui spécialement, confondre et faire comme si ça n'existait pas, d'être un exemple réussi du capitalisme, et même de corriger fort et en disant non, j'ai 10 milliards et non pas 4 milliards, pour montrer qu'il a bien réussi, et en même temps être protectionniste. C'est-à-dire, le capitalisme, une de ses bases, sa base essentiellement, c'est le libre-échange. Et le libre-échange de l'international, ce n'est qu'une extension du libre-échange de l'interne. Théoriquement, on a enseigné que le libre-échange à l'international, c'est effectivement l'abolition des frontières. Et alors voilà comme monsieur vient dire, je veux mettre des murs. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais je veux mettre des murs. Et surtout, je veux faire du protectionnisme. Alors par conséquent, je me dis, ce qui est important pour lui, c'est de faire de l'argent. Alors, si je pars de ce principe, faire de l'argent, n'importe comment, je doute qu'il a un plan aussi structuré que tu viens de nous en parler.
c'est peut-être lui donner trop d'importance parce que si ça ne marchait pas, il changerait le domaine. C'est le commentaire que je voulais en faire. OK. Très bien. Merci. Si on revient à ta première phrase, tu dis que bon, les infrastructures, c'est essentiel pour la croissance. Oui. Si on compare l'Europe, par exemple, aux États-Unis et au Canada, je veux dire, pour moi, ce n'est pas évident que ça soit. Parce que pendant ce temps, pendant 40 ans, ou 50 ans, il y a eu deux politiques très différentes. Je veux dire, en Europe, ils ont beaucoup plus maintenu leur infrastructure que au Canada et aux États-Unis. Et ça n'a pas amené une croissance et une compétitivité. Donc, c'est peut-être une condition nécessaire, oui. suffisante. Moi, je vois plus le plan aujourd'hui d'infrastructure au Canada et aux États-Unis comme un plan qui veut éviter des catastrophes. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Et donc, pour approcher la réforme des infrastructures, il faudrait avoir vraiment une évaluation de l'état de toutes les infrastructures et de faire en priorité des infrastructures qui vont causer des catastrophes, parce que c'est ça, on va empoisonner les gens. Ouais. Il y a un pont qui va tomber, si tu veux, mais c'est pas ça qui va faire que la compétitivité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça n'a pas grand-chose à voir. À l'aéroport de New York, tu vas dans cet aéroport, je pense que c'est un aéroport de pays sous-développés, mais il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de gens qui passent là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est plus une histoire, je pense, d'état catastrophique. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut éviter des catastrophes. Mais René, un coup ça dit, la deuxième question, c'est comment tu vas le faire. Oui. C'est ça que Trump donne une façon de le faire. Ou d'amener, c'est pas la seule, c'est d'amener une façon complémentaire à d'autres. C'est catastrophe, pas catastrophe. Oui, oui. Mais non, mais tu ne peux pas dire que la qualité des infrastructures n'a pas d'impact sur l'efficacité de l'économie, sur les coûts, sur le coût de fonctionnement, la productivité, etc. Non, mais enfin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux l'imaginer, mais ce que je veux dire, c'est que. Ça ne va pas avant, ils ne l'ont pas fait. Ils ne le faisaient pas. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait, tu vois? Oui. Mais regarde, je veux juste dire une chose. Ça, c'est un graphique que je suis allé chercher, je ne pensais pas en parler, mais qui vient de 3 cahiers de recherche qu'on a produits au Cyrano au tournant du siècle. OK? Pas de 1900, mais de 2000. Le premier, c'était d'un cahier Cyrano de 99, puis les 2 autres de 2001. On parle de gestion de l'eau, gestion déléguée de l'eau. On fait une grande revue de la gestion de l'eau aux États-Unis. Écoute, on avait quasiment peur en lisant les rapports. Ça, on est en 99, tu vois. La qualité des infrastructures d'approvisionnement en eau potable était dans un état lamentable. Puis là, aujourd'hui, on est encore là-dedans. OK? Au Québec, on avait des gros problèmes. Au Québec, la qualité de l'eau ne satisfaisait pas les normes de l'eau potable aux États-Unis. Puis encore beaucoup moins en Europe. On a changé par la suite. On a passé des lois, on a fait des investissements. Mais à ce moment-là, on avait vraiment des... Pourquoi? Ben, c'est un peu toute cette question de savoir qui prend les décisions, puis quelles sont les incitations derrière. Et moi, je pense que une des raisons pourquoi les partenariats publics-privés dans la gestion de l'eau potable et dans les infrastructures d'eau en particulier permettent une meilleure qualité pour la simple raison que tu crées un équilibre de nage vertueux. Le public, il est imbriqué avec le privé. Le public ne peut pas reporter l'investissement, l'entretien, etc., parce que le privé, lui, son investissement repose là-dessus. Et son rendement repose là-dessus, le paiement. Puis, ça ne veut pas dire que les compétences ne sont pas là. C'est une question d'incitation, essentiellement. Non, il n'y a pas ça. Non, mais mon commentaire, c'est que c'est préliminaire, mais au moins, j'espère qu'on voit un peu mieux d'où ça vient, ce crédit d'impôt, comment il joue, comment il réduit les coûts des infrastructures. Mais il y a un gros problème qui est le fait que tu as un investissement public important sur lequel tu ne demandes pas de rendement. Tu donnes les fonds à l'opérateur, puis tu te finances par le fait qu'une activité économique va en résulter. Tu l'aurais eu de toute façon, même si c'est toi qui avais investi. Oui, mais là, lui, ce qu'il dit, c'est que l'investissement dans les infrastructures ne se font pas au niveau nécessaire. On va essayer de donner un coup de main à ça. C'est un peu son idée. Dans l'ensemble de la politique économique de Trump, quand tu regardes tous les autres promesses qu'il fait, sur la taxation, sur ci, sur ça, sur le nationalisme économique, sur le mur, sur ça. J'ai l'impression que la question des infrastructures est relativement marginale.
Tu sais, ça paraît bien. Oui, oui. Sur l'impact économique marginal qu'elle aura, compte tenu de tous les autres mesures que vous avez en place, le feeling que j'ai, c'est que ça va être marginal. Oui, non, mais oui, je pense que, d'ailleurs, personne ne parle de ça, là. Non, mais... Non, mais je veux dire, sauf quelques articles ici et là, donc j'en ai mentionné, bon, dans la presse, mais ce n'est pas un sujet. S'il y a eu des questions là-dessus hier, là, à cette conférence de presse. Non, parce que on entre dans un monde un peu, mais dans mais l'entrée des private equity funds dans les infrastructures aux États-Unis, c'est un phénomène qui est, les gens se préparent à acheter d'une certaine manière des systèmes de provisionnement en eau potable, des ponts, des ports, des aéroports. Bon, tout ça, ça va. Peut-être que dans 5 ans ou 6 ans, beaucoup de ces infrastructures qui aujourd'hui sont publiques, entre guillemets, vont être devenues des entreprises privées. Quoi. Ça aussi, c'était très, très, très largement fait. Oui. En affaires, on peut Ouais. évaluer, on peut pas trop. Ben, non, mais là, écoute, c'est pas la seule chose. Là, non, mais tu peux imaginer ce que serait la France s'ils n'avaient pas un système d'infrastructure de haute qualité. La France, en approvisionnement en eau potable, les gens la payent l'eau, puis ils la payent de manière, écoute, significative. Hein? Je ne sais pas combien ça te coûtait, toi, l'eau. C'est 1 000 $ par année. Ah, non, mais... Quand on est rendu à ce niveau-là, on est obligé d'investir des argents, alors que ce cycle-là se répète chaque 10 ans. Mais c'est parce que... Avec l'eau. Moi, j'ai une expérience à la ville au sujet de la gestion de l'eau. On a tellement mal entretenu nos infrastructures de l'eau, c'est qu'on perdait 55% de l'eau sur un budget à ce moment-là, de 210 millions. Imaginez-vous l'économie qu'on aurait. Alors, c'est pour ça qu'il faut changer notre mentalité et obliger, d'une façon réglementaire ou de loi, de forcer les gouvernements à entretenir et à amortir les infrastructures de façon à ce qu'on ne répète pas ça. Ça revient à chaque année. Puis si on ne fait pas ça, là, dans 10 ans, ça va être une autre affaire. Mais moi, ce que je te dis, là, c'est ce que je n'ai pas couvert. Je dis ici qu'à défaut d'une structure de responsabilité contractuelle incitative à la performance, l'histoire ne peut que se répéter. Après une période potentiellement rose, qui est celle que toi, tu es en train de développer, là, le déficit d'entretien et de maintien des infrastructures ne peut que réapparaître. Si tu ne changes pas le mode ce n'est pas des lois, puis de dire on va créer un organisme de surveillance gouvernementale qui va surveiller l'autre organisme. C'est une question de loi. Ah, mais la loi, il n'y a rien de plus facile à changer qu'une loi. Aujourd'hui, on prend des villes, ça peut être à plusieurs niveaux. Le politicien, le maire, lui, a construit son aréna. Alors, il dit à son directeur des finances, réduit l'entretien. Alors, ça, c'est chaque année. À chaque année. Ça veut dire ça qu'on arrive à un moment donné où on n'a pas entretenu nos infrastructures pour construire quelque chose. Puis aussi, le point principal à l'intérieur de ça, c'est qu'il coûte beaucoup plus cher ne pas entretenir qu'entretenir. Il y a des statistiques qui ça peut aller jusqu'à 5 fois l'investissement. Ça, c'est prouvé, ça. Et ça, c'est une perte d'argent considérable qu'on pourrait faire autrement pour d'autres choses. Mais il faut se discipliner. Et moi, je dis qu'il faut légiférer. Si on prend, m'excuse d'être un peu long, si on prend l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, ils ne veulent pas se faire imposer par le gouvernement du Québec de bien entretenir nos infrastructures. Alors, ce qui arrive, c'est que quand c'est tellement gros, dès qu'on fait des études, ils disent qu'on a besoin de tant de milliards de dollars pour récupérer nos infrastructures. Alors, c'est le gouvernement fédéral qui en paye une partie, c'est le gouvernement provincial qui en paye une autre partie, et
Pourquoi? Parce que la municipalité ne peut pas se faire imposer un mode de gestion discipliné. Non, je suis d'accord, mais ce que je dis, c'est que tant que tout ça reste à l'intérieur du secteur public, où tu as une loi qui peut être changée par le prochain gouvernement, tu as un ministre qui implante un système de vérification, ton système de budget équilibré, de vérification, on fait les provisions pour ça. Le ministre suivant arrive puis il décide que ça, on n'a pas besoin de ça. Bon. Mais dans le système que je présentais là, ton partenaire privé, lui, il fait l'entretien, puis le public est obligé de payer par contrat. Et si le public essaie de le convaincre de reporter l'entretien de 2 ans, il va refuser. Systématiquement, les gens refusent parce qu'ils savent que dans 2 ans, ils ne seront pas capables ils n'auront pas été payés, ils vont être obligés de faire l'entretien, ils vont être blâmés. Et donc, c'est cette imbrication d'incitation, je pense, ce nage vertueux qui fait que le système peut fonctionner. C'est là qu'est l'amélioration. C'est les mêmes personnes, mais il y a Oui, on va mettre ça dans la Constitution. Oui, Paul. Il y avait un article de Stiglitz aujourd'hui dans la presse qui nous disait il y a 2 choses. Où on s'en va avec les projets Show-Goes Ready. Prêt à démarrer, c'est peut-être l'aréna du maire qui aura pas une valeur extraordinaire, mais qui va satisfaire une base électorale. Ou encore, c'est un projet à plus long terme qu'on va vraiment préparer. Et à long terme, on sait ce qui arrive. Ça va prendre du temps. Il n'y aura pas d'impact immédiat. Est-ce qu'on ne serait pas plus d'avoir une autre façon de gérer ces infrastructures à plus long terme? On a besoin régulièrement de revenir en disant on amène un plan d'infrastructure à quelques années. Absolument. Moi, je pense que c'est dans la réforme des rôles relatifs du secteur public et du secteur privé. Qu'est-ce que le public, de quoi le public est responsable, de quoi le privé est responsable? Le bouquin de Se réinventer le Québec avec Nathalie El-Grabli, il y a 3 chapitres là-dessus qui disent voici comment ça peut être rénové, réinventé. Tu vois. On est dans la même social-démocratie fondamentalement, mais on a changé les modes de fonctionnement. Mais bon, là, si tu veux que je te parle de ça, je peux t'en parler. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais l'idée, c'est que fondamentalement, des systèmes où on fait, il arrive un nouveau ministre, on va refaire un nouveau plan quinquennal. Le plan est là, il s'est publié, il y a des couleurs, des graphiques en couleur, tout ça. Puis là, le ministre suivant arrive 1 an et demi après, puis il refait un nouveau plan quinquennal, puis bon. L'autre n'était pas bon. C'était pas le bon gouvernement. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Quoi. Il faut qu'il y ait une séparation des rôles. Et bon, maintenant là, on est. L'idée de reconnaître le coût véritable des projets n'ont pas fait temps. Le taux que le marché va fixer pour tel prêteur, je pense que c'est à la base de ça. Oui. Ça, c'est une erreur, une méprise sur le coût social des fonds publics qui est très destructrice de valeur. Ça continue à se jouer à ce niveau-là, puis ça amène la sélection de mauvais projets. Puis, mais bon, même si je suis sûr que je pourrais convaincre mon collègue, là, mais non, mais je suis sûr qu'on a des hypothèses derrière qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc on n'arrive pas. Mais on se comprend parce qu'on en a parlé déjà. Nathalie? Ceux qui construisent, d'avoir le coût total de l'investissement, incluant le capital, et aussi le coût de fonctionnement, puis le coût d'entretien. Il y a le conseil ou une autre organisation aurait toute l'information pour dire oui ou non. Bon, merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup d'être venu.